Dans le podcast cette semaine, on discute avec Simon Murat, propriétaire de la boutique Le Passe-Temps à Toulouse. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une nouvelle interview et je suis en compagnie de la plus grande star du monde ludique français. Wouh Rien que ça. Il faut dire qu'on enregistre ça dans une convention aux États-Unis, Oui. dans laquelle il y a toutes les plus grandes stars mondiales Voilà. du jeu de société. Alors quand tu me dis ça, si tu veux, ça me fait doucement rigoler. Devant nous, il y a Alan Hermoun, l'auteur d'Aventures de Ray, qui vient de passer. Quoi. Voilà, donc je suis en compagnie de Simon. Voilà, c'est déjà bien. Le Simon du Passe-Temps, Ouais, qui a un nom de famille, un vrai. C'est devenu Simon Murat. mon patronyme. Simon Murat, voilà. Donc, C'est mon nom de patron. Oui, c'est ça. Ça doit Exactement. Oh, c'est mignon. ça doit être lié. Oui, oui, c'est vrai que là, on est dans un cadre très particulier. Et sinon, on n'a jamais le temps, quand on se voit, c'est rare qu'on ait beaucoup de temps pour discuter. Et là, on a un peu plus de temps, parce qu'on passe une semaine ensemble quasiment. Écoute, il faut faire un peu vagabonder l'imagination des gens. Nous sommes dans le hall d'un grand hôtel américain. En face de nous, un casino indien. Avec Dont des on néons. vous recommande... Avec des néons qui montent jusqu'à 30 mètres de haut, dont la bouffe est immonde et le comportement des gens absolument scandaleux. Ouais. Un Starbucks, des canapés en cuir. Moi, je suis pieds nus. Ok. Et Paul Gara est en rémission de la veille. L'enfoiré. Et elle a faim. Oui, j'ai faim. C'est vrai. Et on a mangé ensemble le meilleur resto indien de Niagara Falls, on peut le dire. Des aventures folles. Vraiment, oui, incroyable. Ce fut épique, voilà. Vous êtes bien sur un podcast de jeux de société, ne quittez pas. Oui, tout à fait. Sinon, on aurait pu aller enregistrer au Rainforest, où on a le petit bruit du... Oui, mais il y a un gorille. Le Rainforest Café, c'est un peu Jumanji Café. Oui. Mais dedans, on pourrait pas enregistrer là-bas parce qu'il y a un gorille qui, tous les 2 minutes, se réveille. Et, Gros, et on mais a il grince. Et on a l'éléphant qui barille aussi. Ouais. Et on peut des gens qui fêtent leur anniversaire, pardon. C'est le truc le plus bruyant, c'est Jumanji, le resto, paumé au milieu de rien, c'est dégueulasse. Il y a tous les animaux animatroniques qui grincent, qui sont... C'est du sous-sous Disneyland, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Vraiment, nous sommes vraiment au milieu de l'Amérique dans tout ce qu'elle a de moins flamboyante. Bon, on va commencer un peu cette interview. Alors, Simon, je pense que tout le monde te connaît, c'est l'avantage. Donc, il y a plein de choses que tout le monde sait de toi, donc on va passer vite. Non, on va juste reparler un peu de ton parcours de joueur. Ok. À quel moment tu as commencé à jouer aux jeux de société, enfin, en tout cas, un peu plus... Dit moderne. un peu autre chose que du mass market. Vraiment par hasard, un soir j'arrive chez des potes qui sont mes amis de théâtre à l'époque. Et ils sont venus dans la journée à Toulouse acheter les colons de Catane au passe-temps. Et on se retrouve le soir chez eux. On est beaucoup trop autour de la table, on est 7, 8, c'était un peu le rendez-vous des potes. Et on commence à jouer à Catane. Et là, vraiment, j'ai l'impression de me prendre une claque et de me dire, putain, mais c'est incroyable que ça existe, que ce soit aussi passionnant que ça. Et on passe 1 an à jouer à Catane 2 à 3 fois par soir, tous les week-ends. Ouais. Je fais beaucoup plus de Catane que bosser mon bac à cette époque-là. Et en fait, ça devient absolument une passion instantanément. C'est Ok, t'as quel âge à peu près à ce moment-là? À ce moment-là, je dois avoir 17-18 ans. Ok. Je jouais déjà un peu... J'avais introduit Magic à Villefranche de Rouergue dans l'Aveyron, mais j'avais jamais lu les règles, donc j'y jouais absolument n'importe comment. Tout mon bahut ne savait pas jouer à Magic parce que toutes les règles partaient de moi. Et un jour, on a joué à Magic avec les gens du bahut d'à côté. Qui eux avaient les règles. Eux avaient les règles, mais qu'est-ce que c'est que ce collège de cons? T'as pas dit c'est la variante à la véronaise? Et tout le monde avait oublié que c'était moi qui avait, tu sais, le patient zéro, tout le monde l'avait oublié, quoi. Mais ça a toujours été là un peu en toile de fond. Ok. Et un jour, ça s'est réveillé de manière assez fulgurante. Et à ce moment-là, tu te dis que tu as envie que ce soit plus que juste un hobby ou pas? Mais pas du tout, mais pas une seule traître seconde. Je m'imagine faire comédien à l'époque ou barman, un truc de cet ordre-là. Et il se trouve que j'habite donc à Villefranche de Rouergue dans l'Aveyron et vraiment là-bas, j'ai pas mon copain qui habite là, j'ai pas mes amis, je me fais suer à 100 sous de l'heure. Et vraiment, c'est le spoons, quoi. Je décide d'aller à la capitale, à Toulouse. Ouais. Et quand on sort de la gare avec une pote, on dit vas-y, on va prendre cet appart en coloc qu'on a vu. Et en marchant dans la rue, on passe devant le passe-temps, il y a un panneau, on cherche un vendeur. Tu rentres? Et je rentre, il y a de la lumière et je rentre, quoi. Mais c'est d'un hasard, mais absolu. Ouais. Absolu. Jamais de ma vie, je pensais que faire ça aujourd'hui, quoi. Ok. C'est très surprenant. Donc là, tu intègres l'équipe et là, tu découvres beaucoup d'autres jeux d'un coup? Ah ben là oui, je débarque au passe-temps. Alors je débarque au passe-temps du coup en début 2007 et on est encore sur 50-50, c'est-à-dire 50% des jeux sont des jeux d'import allemand. Ok. Et une grosse majorité de mon temps de travail consiste à imprimer des règles de jeu que je vais télécharger sur Ludisme, les découper au massicot, les insérer dans les boîtes. Et l'autre, ça commence à être des productions d'Asmodée. Yellow commence à émerger quelques années après.
BlackRock, c'est encore les tout débuts, c'est encore Johan qui est avec sa voiture et qui amène les trucs. Donc voilà, j'ai vu pour autant, j'ai vu l'émergence du jeu de société moderne qui commençait à cette époque-là, quoi. Ouais, à se développer et. Mais c'était un bonheur, hein, c'était vraiment un bonheur. Ok. Et tu vas à Essen ou des trucs comme ça ou Mais tu pas fais du des tout. festivals En fait, tout le monde du jeu tel qu'on le conçoit aujourd'hui, de aller à Cannes, aller à Essen. Moi, la première fois de ma vie que je vais à Cannes, c'est en 2018, quelque chose comme ça. C'est 11 ans après. Ah oui, c'est vraiment tard. En fait, il y a une réalité de quand t'es vendeur de mon rang, si tu veux, en plus dans un magasin de société, dans un truc où on est deux, c'est que quand t'es deux dans une boutique, tu parcours pas le monde, tu vas pas à des festivals. Oui, et si tu veux, en fait, parce que quelqu'un doit tenir la boutique, comme on dit. oui, c'est vraiment un boulot de boutiquier, de petit libraire, mais il n'y a pas du tout ce côté croisette et paillettes qu'il peut y avoir aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que la réalité aujourd'hui dans laquelle bossent mes collègues, mes salariés du moins, elle n'est pas du tout celle d'il y a 20 ans, si tu veux, quoi. Mon métier, il se réinvente et il change chaque année depuis 20 ans. C'est ce que j'adore dans ce boulot-là. Ouais. C'est aussi de pouvoir ton métier évolue avec les évolutions du secteur, du marché. Exactement. Et aussi les évolutions des profils de joueurs et joueuses, puisque c'est plus du tout les mêmes personnes que tu as en face de toi. Et plus du tout. Parce que j'imagine qu'avant c'était que des passionnés qui étaient très bien renseignés, quand même il devait y avoir beaucoup de ça. Ouais. Aujourd'hui, tu as aussi des personnes qui, autrefois, le cœur de ma clientèle, c'était les gens qui vont dans des associations de jeux, qui cherchent le nouveau Martin Wallace qui va sortir, qui font du 18xx, qui lisent les blogs de Bruno Faduti, des gens très 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 informés. Aujourd'hui, effectivement, 80% de ma clientèle, c'est la clientèle de la Fnac. C'est des gens qui jouent à un jeu tous les samedis, c'est l'ultra-démocratisation du monde du jeu. Et voilà, mes clients historiques, ceux que je connaissais il y a 20 ans, maintenant, je les vois une fois tous les 2 mois, si tu veux, quelque chose comme ça. Mais Kickstarter, les ventes en direct des éditeurs, des stockages, des ventes privées, ont beaucoup accaparé ces gens-là. Donc, je les vois moins, ces gens-là, c'est sûr. Ok. Tu dis 2007, tu rentres au passe-temps. C'est la chaîne YouTube qui va vraiment faire l'explosion de la boutique et aussi de toi. C'est 10 ans après. Parce que, ouais, c'est moi, j'ai en tête que les premières vidéos, c'est ça, c'est 2017. C'est fin 2016. En fait, on se retrouve avec Bruno dans une situation où le passe-temps est dans une rue qui s'appelle la rue des Lois, qui est à l'époque un peu pourrie avec des trottoirs. Et c'est une rue qui ne mène nulle part. C'est-à-dire qu'il y a des tas de rues qui sont des passages pour aller d'un point A à un point B. Et en fait, la rue des Lois, il n'y a rien au bout de la rue des Lois. Donc c'est une rue dans laquelle tu ne vas pas. Il n'y a pas de clientèle de passage dans cette rue. On est ce qu'on appelle une boutique de destination dans le métier. Si tu viens le voir, si tu viens au passe-temps, c'est que tu as décidé d'y venir. C'est pas parce que tu te balades. C'est pas tu déambules et tu rentres. Exactement. Et à cette époque-là, en 2016, il y a un magasin de jeux qui s'appelle C'est le jeu, qui vient d'ouvrir dans une des rues les plus passantes de la ville, à côté de la plus grande librairie de la ville, Ombre Blanche. Et on se dit, eux, ils vont capter toute la clientèle, quoi. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. C'est très pratique. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce jour-là, vraiment, il y a des travaux dans la rue. Il neige. On est le 15 décembre. Le magasin est vide. Et autant te dire que si t'as pas de clients le 15 décembre, ce qui est. C'est pas ouf pour les fêtes de Noël, ouais. C'est pas possible. Et donc là, je dis à Bruno, écoute, prends ton petit appareil photo. Et on va faire une vidéo pour donner envie aux gens de venir, dire voilà la boutique, machin. Et donc on tourne une espèce de plan séquence qui deviendra le tout premier C'est Dispo, en réalité. Et Bruno dit on va le mettre sur Facebook. Et je lui dis non, faut le mettre sur YouTube. La qualité vidéo est meilleure ou quoi. Et donc on poste ça. C'est une vidéo qui fait... Simon fait le tour de la boutique à Noël, ça fait 200 vues. Mais ces 200 vues, c'est ce qu'on appelle des vues qualifiées. Sur 200 vues, j'ai 100 personnes qui viennent au magasin ensuite. Et qui rentrent dans le magasin, qui disent oh, j'ai vu votre vidéo. Voilà, du coup j'ai envie de jouer à ça. Et des gens que normalement j'aurais mis 1h30 à conseiller arrivent en disant trop bien, vous m'avez rendu service, j'ai passé un super moment, je vous remercie. Et ils t'achètent pour 150 balles de jeu en 3 minutes. Là où auparavant j'aurais mis 1h30 à conseiller ces gens. Et tu pourrais dire en fait, il y a une réaction de dire en fait c'est affreux, les gens ils achètent. En fait moi c'est à ce moment-là que j'ai conscience que j'ai rendu service à ces gens-là et que j'ai pas du tout enlevé ni le sens de mon travail, ni la qualité de mon travail. Mais tu l'as juste fait différemment en fait. Je l'ai fait différemment et je l'ai rendu disponible à des gens chez eux. Si tu veux. Et c'était une gros frein qu'on avait avec Bruno pendant des années, que lui surtout avait, de dire est-ce que si notre travail on le visibilise, est-ce que en termes d'intelligence stratégique, est-ce qu'on ne donne pas des informations à nos concurrents, ouais. Certes oui, mais tu gagnes tellement plus que en fait t'as tout. A priori, on se trouve qu'on avait intérêt à le faire pour le coup. Et donc ça a été une des premières chaînes vidéo. On se dit ça marche un peu et en fait Bruno, ce qui était trop bien à travailler avec Bruno, qui est un mec brillant, génial, à qui je dois énormément cette chose se savoir partout à travers le monde. Il m'a toujours un peu écouté. On a du monde d'accord, pas d'accord, mais en tout cas il m'a fait confiance et quand je dis on va lancer une chaîne YouTube, on va faire ci, ça, il a suivi.
Et l'histoire lui a donné raison et gloire à lui, quoi. On va passer sur la chaîne parce que c'est des choses qu'on a vues. Enfin, tu vois, on va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que la chaîne YouTube, elle a énormément fonctionné. C'est-à-dire que c'était au début, il y avait rien, quoi. Ouais. Et oui, c'est peut-être aussi arrivé à un moment où il y avait un peu moins de chaînes différentes, mais en tout cas, on note, c'est que là, on est 10 ans plus tard. Finalement, tu as 2 chaînes différentes. Tu as une émission qui est très, je pense, qui est vraiment un rendez-vous, qui est le C'est Dispo, qui est même une émission, je pense, pour plein de gens de référence sur les sorties. Parce qu'on a la question de savoir bien ce qui sort dans le jeu de société n'est pas toujours très claire. Ça permet d'avoir des repères. La boutique, elle a donné une autre image, effectivement, je pense, du métier de ludicaire. Ouais, vraiment. Tu as mis aussi en avant beaucoup de personnes. Enfin, tu as donné aussi de l'opportunité à beaucoup de personnes en faisant ça. Et puis, tu as créé aussi un style qui était un peu différent. Parce que tu avais cette petite phrase qu'on connaît tous qui est... Salut, camarades de la chose ludique. Voilà, c'est marrant parce que je l'ai retrouvée. Cette phrase-là. Elle est sur le top des jeux de Noël 2028. On est en train de commencer à tourner avec Baptiste et Lola. Puis je regarde, je fais il nous faudrait une phrase de youtubeur. Tous les youtubeurs disent ça, quoi. Et je sors ça comme une connerie à la fin. Et ça va rester. Et c'est resté. Ouais, oui, je pense que c'est la phrase emblématique des émissions. Oui, je fais exprès. YouTube était très marqué comme ça. En fait, l'idée de la chaîne YouTube, au-delà de ça, c'était de dire j'étais pas du tout content du paysage médiatique qui existait à l'époque. Vraiment. Il n'y avait rien qui m'allait, il n'y avait rien que j'avais envie de consommer, il n'y avait rien que j'ai envie de voir. Et c'est une chose de râler dans son coin et d'en vouloir aux gens. En fait, les gens font bien ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Enfin, du coup, chacun fait avec ses moyens, ses envies aussi, dans un milieu où les gens font ça souvent bien à côté, en fait. Non, mais en plus, ça sert à rien d'en vouloir aux gens. Si t'es pas content d'un truc, fais-le. Tu vois, et donc, je me suis dit, mais ça sert à rien de passer mon temps à râler parce que je voudrais que ça ou ça existe. Putain, mais merde, t'as 30 ans, j'ai 2 mains et un cerveau, fais-le. Et donc, je l'ai fait en me disant, je pense bien que moi, si je voulais regarder du contenu, j'ai commencé à créer le contenu que je voulais voir, si tu veux. Et l'histoire a fait que j'étais pas le seul, a priori. Ouais. Et il y a aussi cette idée de mettre en avant les boutiques, de donner une autre vision. Ouais, comment tu l'as inscrit parce qu'après, il y a eu aussi d'autres tentatives. Comment tu le sens dans l'évolution par rapport justement au métier aux boutiques? Est-ce que tu as l'impression que ça a contribué à toute la profession? Oui, bien sûr. En fait, moi, un truc qui m'a surpris, historiquement, en fait, je viens bosser dans un magasin de jeux, mais je déteste faire les magasins. Okay. C'est un comportement je l'ai pas, je sais pas. Tu me fous en ville pendant une après-midi, je suis pas foutu d'aller dans une boutique, d'acheter un truc, je sais pas comment faire. Et j'ai toujours un peu cette défiance vis-à-vis des vendeurs où je sais pas pourquoi. Et donc, j'étais très surpris quand je suis arrivé au passe-temps de trouver un état d'esprit tout à fait différent, même quand j'étais client, parce que je suis passé 1 ou 2 fois avant. Et donc, je pense que cette chose-là, j'avais envie de le défendre, de la visibiliser, quoi. Le fait de dire, regardez, on est des gens cool, on sait ce dont on parle, et on a un grand plaisir à en discuter avec les gens. Et le passe-temps, c'est un espace commercial, mais c'est aussi un lieu de vie, si tu veux, dans lequel tu rencontres des gens, passes un bon moment. Moi, les 3/4 de mes potes, c'est les potes que je me suis fait au passe-temps, quoi. Dans des associations de jeux, des festivals, des choses comme ça. Je voulais visibiliser ça, si tu veux. Au-delà de ça, il est évident que je voulais insuffler une idée un magasin de jeux est un endroit cool. Pas pour défendre le passe-temps en tant que tel, mais de me dire, si je défends la profession, je me défends moi-même, si tu veux. Dire, regardez, on expose des jeux, regardez, on est avenant, regardez, on connaît toutes les dernières nouveautés, on a tout commandé, on va tout mettre en rayon, regardez, on fait notre taf, on fait ce que vous attendez de nous. Et ça, c'était évidemment un message qui était plus global, si tu veux, qui était une façon de dire, dans les magasins de jeux, il y a des gens cool, il y a toutes les premières vidéos du passe-temps, je passe mon temps à le dire. Des premières vidéos qu'a fait le buzz, c'était il y en a marre du risque, il y en a marre du Monopoly. Et ça se terminait par aller dans vos magasins de jeux, demander des jeux à des gens, ça vaudra toujours mieux d'avoir des conseils personnalisés. Et ça, typiquement, c'est une vidéo qui avait été reprise lors d'un séminaire d'Asmodée. Il y avait une personne qui était venue faire de la formation auprès des boutiques en disant comment mieux communiquer. Et en fait, tout son séminaire, c'était assez affreux pour moi à ce moment-là. Parce que son séminaire était basé sur regardez comment on communique le passe-temps, c'est comme ça que vous devriez communiquer. On était, moi je vais rien demander, je ne connais pas cette dame. Et j'arrive là et on me dit, il y a une dame qui fait un séminaire sur vous. Quoi, pardon? Et donc pour la profession, pour des tas de gens au sein du GBL ou quoi, c'était terrible parce que c'est des gens qui voulaient incarner le métier de ludicaire. Et il y avait beaucoup de jalousie ou de conflits par rapport à moi parce qu'en fait c'est moi qui l'incarnais. Ils m'avaient rien demandé et ça blessait un peu leur ego de dire mais nous on n'existe pas si tu nous fais de l'ombre. Et je trouvais ça toujours un peu dommage cette situation de dire mais moi je l'ai fait un peu pour le bien commun si tu veux. Et je pense que j'étais accessible à la discussion de me dire est-ce qu'on fait des choses ensemble, comment tu perçois cette chose là, et ça a toujours été un peu zut, je suis pas arrivé à m'entendre avec mes collègues. C'est quelque chose on en parlait en off, mais on le sent bien qu'en tout cas il y a parfois des réticences sur la façon dont, alors on va te reprocher des choses, enfin
parfois peut-être d'occuper énormément l'espace, de pas laisser mais en même temps, bon voilà. Oui, mais chacun pensera ce qu'il en veut de ses arguments. Je l'ai pas payé cet espace-là. Est-ce qu'il y a une forme il y a probablement aussi une forme de jalousie. Oui, alors elle est relative en fait, tu vois. Voilà. En fait, dans la profession, cette jalousie-là, ou ce fait de dire il a imité le jeu d'avant, c'est nul, ou il doit être payé, machin. En fait, c'est ce reproche-là, il est fait par des gens qui, à des tas de moments, vont vivre du fruit de mon activité. Parce que quand je fais une vidéo pour dire tel jeu est cool, les gens vont dans tous les magasins, donc il y a toujours un peu cette ambivalence. Oui, je pense qu'au global, en fait, moi, quand je croise des gens, ils me disent toujours on adore ta vidéo, t'es sympa ou quoi. Je pense qu'au global, c'est quand même très positif cette histoire-là, et que les 3-4 cailloux dans la chaussure. Bon, faut pas non plus en faire une montagne. Il faut arriver à leur garder une place qui, à se dire, une fois que tu t'es interrogé sur est-ce que je fais les choses bien, est-ce que il faut arriver à un moment à dire je me suis posé la question. Il faut que je vive en paix avec ça. Tu as fait aussi le choix de quitter le GBL à un moment. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, parce qu'il y avait cette vexation-là. Parce que je pensais que déjà le GBL, qui est un truc qui est une organisation qui essaie de fédérer des tas de boutiques, en fait, on ne vit pas la même réalité. Selon les types de boutiques, oui. Exactement. Si tu prends une caverne du Gobelin, savais-tu que la caverne du Gobelin, c'était 6 boutiques. Bon, ouais. Une à Metz. C'est mes coups. Thionville, tout. Et voilà. Et en fait, ça. Et un site internet. Il y a également un site internet, la caverne du Gobelin.fr, .net, je sais plus. .com, non. .com, on sait plus. Et donc, si tu veux, on n'a pas la même réalité. C'est-à-dire que ces gens-là, qui par exemple aussi cette boutique, des sortilèges, 13 boutiques. Le passe-temps, j'avais une boutique, mais ou Philibert, enfin typiquement, qui a une activité qui peut être à des moments considérés. Ils ont une boutique physique, si tu veux. Et en fait, de dire, moi, les besoins que j'ai, c'est des besoins de négocier des remises, c'est des besoins de négocier des stocks, si tu veux. Mais je suis dans un groupement dans lequel on est 200-300 boutiques, pour lequel, évidemment, ces boutiques-là ne vivent pas dans la même réalité. Eux, leur souci, c'est je veux ne pas pouvoir commander ce jeu en 6 exemplaires, mais en un exemplaire unique, si tu veux. Dire, moi, j'en veux 300, toi, t'en veux un. Comment on va aller discuter avec quelqu'un pour lui demander ça, si tu veux. Et donc, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur où est-ce qu'on allait ensemble. Ok. Et donc, à ce moment-là... T'en as tiré les conséquences. C'est-à-dire que moi, je ne me vois pas rester dans une association comme... Tu vois, je suis pas content des chaînes YouTube. Je me casse et je fais autre chose. Mais qu'est-ce que je fous dans une organisation dans laquelle je suis d'accord avec rien, dans laquelle j'ai l'impression que les gens qui l'organisent ont une défiance vis-à-vis de ce que pour représenter ou ce que je suis. Faut pas rester. Je suis pas un utilisateur, c'est une association. Tu viens dans une association pour contribuer, faire quelque chose. C'est pas un commerce. Il faut pas rester. Il faut se barrer. Une autre chose qui marquait dans tes vidéos, et depuis le début, c'est aussi une liberté de ton qui a été très différente dans un monde qui est relativement policé. Malgré le fait que c'est une boutique et c'est une chaîne d'une boutique, tu te permets parfois de dire que certains jeux sont pas terribles, alors que c'est quand même, on observe bien et on voit bien qu'il y a quand même une façon de parler des jeux qui est quand même reste assez policé et gentil, et aller à dire du négatif et très mal perçu encore. Ouais, c'est très difficile. J'en sais T'en sais quelque chose. T'es venu faire un C-Dispo avec nous. Ouh là là, ça avait jasé. Ça, c'est ma position là-dessus, et celle vraiment d'un vendeur. Et elle est. Je demande aux gens de la comprendre. Elle est pas si simple, parce que je passe mon temps à jouer à des jeux, des trucs, et évidemment, moi je suis en privé quelqu'un qui a un avis assez tranché sur les choses. Dire ça sert à rien, c'est nul, machin, ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que très personnellement, je vois des trucs, vraiment, je me dis, mais comment quelqu'un dans sa vie a pu investir du temps et de l'argent là-dedans? Ça me sidère. L'énergie humaine dédiée à jeter des cacas qui vont se heurter sur des rochers imparables de sortie d'Asmodée qui bouffent tout l'espace. Je ne comprends pas, ça me tue. Et donc, évidemment, en vidéo, j'aimerais bien dire, mais n'achetez pas ça, par pitié, c'est affreux. Sauf que je suis vendeur dans un magasin. Non pas pour dire... je dois en vendre ou quoi, je pourrais très bien ne pas en commander. Oui. Le nombre de fois où je joue à des jeux en me disant, mon Dieu, mais ça c'est effroyable. Et donc, le lendemain même, des gens arrivent au magasin, mais le sourire jusqu'à là, oh tel jeu, on y a joué en festival, c'était tellement super, on veut l'acheter, oh vous l'avez, on est trop content. Et en fait, je suis là, genre, mais je suis qui pour dire à ces gens-là, c'est de la merde de leur jeter à la gueule? En fait, je suis très emmerdé parce que vraiment, c'est le paradoxe du passe-temps. Même mon avis, aussi péremptoire, écrasant qu'il puisse être de manière privée ou quoi, je ne peux pas écraser les gens avec ça. Non. Je ne peux pas leur jeter à la gueule. Je peux exprimer le fait que j'y crois pas ou quoi, ce que j'ai essayé de faire via un peu des circonvolutions de langue, des expressions de langage, des body language que je veux. Mais en fait, je peux pas faire ça. C'est beaucoup trop odieux pour les gens. Parce que
t'as un truc de dire, bah, si t'aimes de la merde, enfin, tu es un mange-merde, si tu veux. Et donc, tu peux pas dire ça à des gens, c'est pas possible. Puis moi, je déteste dans le monde du jeu quand d'autres influenceurs vont faire ça. Je trouve ça horrible. J'ai l'impression que c'est une négation de mon personne, de mon intelligence. T'as pas beaucoup de gens t'as pas beaucoup de gens qui le font, quoi. Je veux dire. Si, il y en a quand même qui y a des tas de gens qui émettent des avis très péremptoires sur les jeux et qui bien souvent. C'est pas forcément la même chose que d'avoir un avis négatif, d'ailleurs, d'avoir un avis péremptoire. Parce que tu peux avoir des avis péremptoires aussi sur ce qui est bien. Enfin, tu peux avoir les inverses. Bien sûr. Le côté péremptoire toute autre façon d'envisager ce jeu n'est pas possible et les gens qui pensent autrement sont des cons. Et je pense qu'il y a des gens à qui dans la profession, globalement, à qui on fait le reproche, si tu veux. Alors, bon gré, mal gré, si tu veux, mais c'est de la manière dont c'est perçu, dont c'est vécu, si tu veux. Et moi, là-dessus, encore, c'est plus particulier parce qu'il y a une façon souvent de critiquer les jeux, dans le monde du jeu, mais ça, c'est très personnel, qui est de... souvent, tu vois, je prends l'exemple de Restart, qui est sorti il y a pas longtemps, et il y a plein de gens qui ont fait des reviews sur Restart. Et je pense que, tu vois, des gens comme Boris de Rue du Jeu ou Pénélope, pour les peu que j'ai aperçus, mais je dis ça, mais Pénélope, j'ai pas trop regardé dans le détail, donc je suis pas sûr. Leur sujet n'était pas est-ce que le jeu est bien ou pas bien, mais leur sujet était comment le mec du passe-temps a pu aimer ce truc-là. Et alors moi, ça me gonfle. Ouais. Mais ça me gonfle. Mais un truc, t'es là genre putain, mais t'as par exemple Sylvain, qui est parti du collectif de Boris, tout ça. C'était et on lui a demandé de faire son flop de l'année 2026, 25, 26, 26. Il a dit, moi c'est simple, j'ai pris la vidéo de Simon du Passe-Temps et j'ai fait mes flops en basant sur sa vidéo à lui. Je me dis, putain, je suis un être humain. J'étais genre, putain, c'est rude, quoi, les gars. Ah oui. C'est dur. Enfin, je savais pas. Ouais. Et t'es là, genre, en fait, mais critiquez le jeu, ce que vous en voulez, tu vois. Oui, tu te demandes si, en fait, enfin, en quelle mesure il y a des éléments exogènes qui. Je me suis tapé tout un épisode de Proxy Jeux sur Restart. Et ils analysent le jeu, qu'est-ce qu'ils en disent, qu'ils en pensent. Et j'ai compris pourquoi ils aimaient pas, ce qui faisait que pour eux, ça marchait pas, ils décollaient pas. Moi, quand tu fais une review en disant qu'est-ce que le mec du passe-temps a trouvé ça bien et que c'est ton premier argument d'entrée, de fin de ce que tu veux, putain, c'est pas possible, j'y arrive pas, quoi. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Des gens qui sont venus faire ah oui, on a joué à Moon Colony Bloodbath, on a trouvé ça super, et du coup, chaque fois que j'en parle, je cite ton nom. Mais je m'en fous. Enfin, oui, c'est pas ma question, si tu veux. Le fait de critiquer les jeux de manière soit péremptoire, soit par ce biais-là, moi, ça me trigger souvent un peu. Je suis genre zut. Ouais. Posez-moi la question si vous voulez, je peux vous répondre, mais bon. Voilà, c'est les digressions de Simon. L'As d'or, est-ce que toi, tu trouves que c'est utile dans ton métier pour revendre les jeux ? Oui, bien sûr, c'est utile. En fait, ça permet d'avoir, mais c'est ce que c'est, c'est un label, c'est une étiquette posée, c'est le produit de l'année, c'est utile dans mon métier de vendeur de jeux, c'est un repère. Comme le Spiel des Jahres peut l'être, moi je pense beaucoup défendu et en vidéo partout où je peux. Chaque fois que je passe quelque part, je défends le Spiel des Jahres. Je mets un malin plaisir à le name dropper, ce truc-là. À une époque, j'ai des chroniques sur France Inter et j'ai essayé de caser Spiel des Jahres dans chacune des chroniques. Parce que je trouve que c'est une façon de rendre le jeu acceptable socialement. Si tu veux. Il faut dire, mais nous avons un prix, nous avons des valeurs, une échelle de tout n'est pas pareil. Il y a des gens qui jugent la qualité de quelque chose. Donc je trouve que c'est très utile d'avoir un prix. Après, est-ce que la manière dont l'As d'or est organisé, fait ou quoi, c'est encore un autre sujet, mais est-ce qu'il y a besoin de prix ? Oui. Enfin, commercialement, oui. Et on t'a déjà proposé d'être juré de l'As d'or ? Oui, en 2000, je sais plus combien, je sais plus qui partait. Et j'ai pas voulu et j'ai proposé De Dienne qui m'en avait parlé. Et du coup, c'est comme ça que De Dienne est entré à l'As d'or. Parce que c'est affreux de dire ça, c'est pas du tout. Parce que je lui ai laissé la place. C'est horrible, c'est nul comme phrase. Mais parce qu'en fait, je lui ai dit, non, mais comment elle s'appelle ? Cynthia m'avait proposé. Je lui ai dit, non. Mais par contre, tu peux demander à De Dienne, je pense qu'il serait OK. Et pourquoi tu refuses ? Déjà, je pense que c'est quelque chose qui n'apporte rien humainement. C'est-à-dire que on le voit bien avec les dramas de Marie Giordana qui s'en prend plein la gueule, Pénélope ou autre. En fait, la manière dont tu as organisé le prix fait que humainement, ça va... soit en fait, tu fais une chambre d'enregistrement et tu fais ce que les gens ont décidé. Ce qui, intellectuellement, m'amuse pas tellement. N'est pas très satisfaisant. Soit tu fais autre chose que ce qu'on t'a demandé. Tu mets Odin, As d'or et ce que tu veux. Et tu te fais chier dessus. Donc t'es là, genre, mais quel intérêt ? En plus, ça va te demander de jouer à 5, 600, 700 jeux par an. Excuse-moi, mais est-ce qu'il y a besoin de jouer à 600 jeux par an pour dire que Trio est le jeu de l'année ? Franchement, bon, voilà. Merci bien. Donc, je pense que c'est pas... De la manière dont c'est fichu aujourd'hui,
Je pense que ça n'a pas d'intérêt. Je pense que j'ai suffisamment d'occasions dans la vie de me prendre des balles, des tirs perdus, ce que tu veux, pour me dire, je n'ai pas besoin d'aller là-dedans. Et puis, c'est un jury, tu vois, tu dois passer du temps avec ces gens-là. Bon, ok, je peux avoir plaisir à croiser des gens comme ça. Je sais pas si tu me dirais, fais l'as d'or et décide avec qui tu veux être, ou je te dirais, oh, peut-être ça peut m'amuser un peu l'exercice. Là, bon, mais dans cette configuration telle que c'est pas un cadre dans lequel tu sens que tu peux t'épanouir. C'est pas du tout un cadre dans lequel je vais m'épanouir humainement à aucun moment. Donc non, surtout pas. Je ne cours pas après le pouvoir des gens qui sont à l'as d'or, qu'on courtise ou quoi. Je déteste ça. Donc non, pas pour moi, merci bien. J'ai le sentiment aussi que tu essayes beaucoup d'aller chercher des jeux qui ne seront pas forcément disponibles via le circuit classique en France, à des jeux en import. T'intéresser à d'autres marchés, aller découvrir les jeux un peu en avant-première, notamment si là où on est aujourd'hui en ce moment, on voit aussi des jeux, on voit des jeux qui vont arriver, qui pas tout un peu, voilà, on a joué à quelque chose notamment hier. Ah oui, non mais là voilà, on sait qu'on fait ça, mais ça c'est très très personnel, c'est putain mais quelle éclate quoi, tu joues. Mais ça te sert aussi du coup pour anticiper. Oui, alors oui, ça. Flip 7. Un Flip 7, j'avais repéré ici. On est donc à un événement qui s'appelle la Gathering of Friends, qui est une convention de jeu, un peu sur invitation, sur cooptation. Donc c'est vraiment un truc. Nous écrivez pas pour dire je veux y aller, ça ne marche pas comme ça. C'est un événement dans lequel des game designers, des éditeurs, des happy few du monde du jeu se réunissent chaque année. C'était organisé à la base par Alan Moon, donc par Alan Moon des Aventures du Rail et ses potes. Et donc on joue à des jeux ensemble dans un hôtel à Niagara Falls, une des pires villes des États-Unis. Et on passe notre temps à jouer à des jeux ensemble, dans des salles remplies de jeux jusqu'au plafond, avec tout ce qui se fait de mieux de crème ludique, de plus grands éditeurs mondiaux et d'auteurs, de game designers qui amènent leurs jeux qui vont sortir un petit peu plus tard. Bon alors, pardon, mais humainement, mais putain, mais moi je me fais pipi dessus chaque fois que je viens ici, quoi. Enfin, et quand t'es en train de dire allez, à toi de jouer, Matt Leacock. Moi j'ai 4 ans dans ma tête, quoi. Dire ah oui, je veux bien jouer à ton futur jeu. Vladiash Fatil. Te reste-t-il une place autour de cette table? Tom Martine Wallace. Non mais c'est fou. Non mais alors ça, tu vois, ça c'est un truc où ça me fait plaisir que tu le dises, parce que moi j'ai aussi ce genre de façon de penser. Moi je le dis, voilà, il y a un petit côté, en fait tu vis ta meilleure vie de fan de jeux de société. En fait, et quand les gens essaient de te tone polisser en mode oui non mais ça fait vraiment genre soit c'est ridicule, soit mais il y a pas de quoi, soit mais si, y a tu fais de la lèche et tout. Pardon, moi mes parents me demandent chaque année, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? T'as visité quoi, Simon? Mais rien, j'ai rien visité. T'es allé voir les chutes? Ouais, j'y suis allé l'an dernier, c'est naze, j'y suis pas retourné, quoi. Ah bon, mais vraiment, mais c'est quoi tes journées? Mais rien, je vais à des tables jouer à des trucs. Et ils me regardent. Mais de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette vie dans laquelle le kiff de ta vie, c'est d'aller dans une salle. Oui, et ça n'empêche qu'après, souvent les gens pensent que de fait, t'auras pas d'esprit critique sur ce qu'on va te faire jouer et tout, ou vis-à-vis d'eux, sur leur travail. C'est totalement fou. En fait, ça n'a aucune espèce de rapport, quoi. Non, pas du tout. Mais c'est un rêve de gosse, quoi. Oui, mes parents, je leur dis souvent, mais putain, mais si vous aviez la possibilité de vous enfermer dans une maison avec, je sais pas, Houellebecq, Amélie Nothomb, des grands auteurs, si tu veux, vous le feriez parce que vous adorez la littérature. Moi, je le fais aussi. Je peux faire ça, mais c'est un truc de gosse, quoi. Ouais. Et il n'y a pas du tout de. Ouais, ok, il y a un truc de happy few qui se réunissent, c'est un peu élitiste, mais putain, mais c'est un rêve de gamin de pouvoir faire ça. Enfin, non, c'est. Et donc, pour en revenir, ça permet et vrai, tu avais joué à Flip 7 ici, ce qui permet que quand il est présenté à Vichy, je crois que c'est Vichy 2024, on sait qu'il n'arrivera pas avant c'est-à-dire qu'effectivement, au moins 6 mois en France. Moi, la première fois qu'on le montre, c'est en juillet 2024, sans doute, parce qu'on a importé. Je crois qu'à ce moment-là, on est une des seules boutiques en Europe à l'avoir. Ouais. Mais ça, effectivement, il y a un réflexe un peu de sauvegarde, un peu de mon boulot, parce que si demain je vends les mêmes jeux que Philibert, que Ludum, que la Fnac, que Cultura, que les très gros acteurs du monde du jeu, en fait, je n'ai pas de plus-value. Donc, il faut que je me démarque d'une manière ou d'une autre. C'est une façon pour moi d'essayer de me démarquer, d'avoir le plus possible de faire de la veille concurrentielle et d'avoir des choses. Tu as quelqu'un dans ton équipe qui est dédié à ça, c'est exactement. Sébastien. Il y a Sébastien et Nicolas, maintenant ils sont deux. Leur boulot, c'est d'aller à Essen, d'aller dans des conventions de jeux, évidemment à Cannes, à Vichy, à Valmeunier, à Étourville, dans tout ce qui peut se faire de ludique. D'écluser un peu les potentiels. Et d'être un peu à la pointe de ce qui se fait, et de se dire, mais quand un jeu va ressortir, est-ce qu'il faut qu'on mise dessus ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on produise du contenu ou pas? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ce truc-là en avant-première sur un festival ou pas?
Donc ouais, ils sont des chasseurs de tête, quoi, si tu veux, ouais. Des acheteurs, c'est vraiment ce métier-là, ouais. Oui. Et moi, je participe à Ils ça font en faisant du ici. scouting, on dirait un peu, c'est ça. Ouais. Tu fais du repérage, Comme la veille ludique. Ouais. Un peu comme dans le foot, ceux qui vont faire tous les terrains du monde entier, c'est pour trouver les futurs. Des recruteurs de stars, ouais. Des chasseurs de tête. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Tes vidéos, c'est pas juste des vidéos de présentation de jeux, tu essayes toujours de faire des choses un peu différentes avec. T'as un vrai une vraie équipe pro pour tourner les vidéos. C'est pas juste un truc fait comme ça sur un coin de table. Enfin, il y a quand même certaines de tes vidéos qui sont ultra travaillées, ultra. Alors figure-toi que c'est un peu un mélange des deux quand même. Hein. Ouais. C'est-à-dire que même si ça a l'air, tu vois, je prends les trucs un peu spectaculaires, les vidéos sur Cardia, les vidéos d'expédition, les vidéos d'explication d'expédition sur le plateau. Là, maintenant où je te parle, normalement c'est diffusé en juin, mais il y a un mois on a diffusé des vidéos au cinéma dans lesquelles on a vraiment créé des courts métrages. Et on est 2 pour faire ça. Ouais. Enfin, il y a moi qui arrive et qui filme devant la caméra et qui lance un peu des idées. Et derrière, c'est une personne. C'est Rémi avec son matériel ou quoi, qui est un génie de la vidéo. Effectivement, il faut pas croire que même si c'est des grosses productions, derrière, on est 2 clampins derrière nos PC à faire ça, quoi. Ouais, mais il y a quelques vidéos qui ont été marquées. Par exemple, la vidéo sur Wingspan qui est. Ouais. La vidéo à Kailus aussi. Ouais, c'était très bien. Je me souviens dans les vieilles vidéos, tu vois, des trucs un peu différents que tu as fait. En fait, tu sens que tu as eu une idée et tu l'as poussée à fond. Bah, tu vois, hier, je suis allé dans une boutique qui s'appelle Millennium Games. C'est le plus gros magasin de jeux de société au monde. Bah, en fait, je fais le tour des gens qui étaient à la gazerie. Je fais, vous avez une caméra? Ouais. J'ai pris une caméra et on est parti tourner là-bas pendant 1 heure ou 2. Bon, ça, c'est des trucs un peu à l'arrache. En fait, ok, c'est dispo. Il y a des petites vidéos sur Instagram, mais j'ai jamais trop voulu m'enfermer dans un format. Ce qui, tu vois, on avait les vidéos des jeux du mois ou quoi, que répétait pas mal, bon. Mais il y a quand même des repères, il y a quand même des. Il y en a quelques repères. Ouais, surtout le C'est dispo finalement. Ouais, mais globalement, en fait, je fais ce que j'ai envie de ce qui me passe par la tête. Et c'est pour ça que le terme de créateur de contenu est pas si con. Parce que vraiment, j'ai l'impression que ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des choses. C'est de mettre en place des films, des créations, je sais pas si on peut appeler ça de l'art d'une certaine façon, mais j'ai l'impression de créer quelque chose à ce moment-là. Et ça satisfait la partie créative de moi-même à ce moment-là. Et ça, on a un malin plaisir à faire ça. Rémi, qui embarque avec moi dans ce truc-là, lui, c'est quelqu'un qui est assez passionné de cinéma, de technique filmique. Et donc, on a un malin plaisir, l'un et l'autre, à mélanger nos idées, nos intuitions. Et franchement... Quel bonheur de pouvoir faire ça, quoi. Il y a t'as des sources d'inspiration ou pas, ou tu... Pas tant. Alors, il y a des gens que en dehors du monde franco-français, en fait, dans les youtubeurs américains ou... Alors, j'aime beaucoup ce que faisait Canal+, du moins à l'époque de tout ce que Canal+ pouvait avoir de créatif, si tu veux. Ouais. Moi, je suis un grand fan de l'émission Palace, tu vois, par exemple, dans les trucs des débuts des années 90. Dans les humoristes que j'adore et qui a fait une série pour moi qui est majeure dans ce que je crée, c'est un mec qui s'appelle Chris Esquer et qui a une série qui s'appelle Importantissime. Ouais. C'est ma série rigolote de surréférence. Après, dans le monde ludique, j'aime beaucoup ce que fait Shut Up and Sit Down. Je suis très admiratif de ce qu'ils font. Et avec mon œil de créateur de contenu, je vois que c'est des valeurs de plan, du storyboarding. Je suis là genre, waouh, impressionnant les gars, pour le coup. Et je n'arrive pas à être à la hauteur parce que j'ai pas leur talent de storyboarder, je n'ai pas un talent d'écriture que eux peuvent avoir et que j'aimerais, qui me demandent beaucoup trop de boulot pour y parvenir, quoi. Et il y a des contenus liés au ludique, au monde ludique forcément, mais que tu ne feras pas, que toi tu vas pas aller explorer, mais qui sont... Est-ce que tu regardes tout ou est-ce que tu te concentres sur certains contenus, blog, articles, podcast ou chaîne YouTube? Je regarde assez peu de choses. C'est pas faire le faillot, mais j'écoute beaucoup les Pelletés les nuages. Pour le coup, je trouve ça très très bien. Je suis un grand admirateur de Christian Lemay. Et je trouve que vous avez réussi. Pas de Paul Garin. Non, mais toi, je t'ai connu depuis des années, tu le sais. Et puis je trouve que vous avez réussi à faire quelque chose dans lequel votre duo marche très bien, dans lequel vous avez des points de vue, des confrontations d'idées, des angles d'attaquer les choses que tout le monde n'a pas. Je trouve ça très malin. J'aime beaucoup ce que fait Jérémy sur Punchboard. D'essayer d'aller trouver vraiment de l'information, d'une certaine façon, d'apporter un peu une touche journalistique à ça. Mais ça, tu vois, c'est un contenu que je regarde très personnellement, mais qui n'est pas forcément quelque chose qui va immédiatement m'inspirer, même si il y a des choses que j'ai toujours en tête et que
À des moments, je me dis, tiens, ça, je pourrais reprendre cette idée-là ou cet argument qu'ils ont développé pour en faire quelque chose de plus grand public, pour le coup. Après, sinon. Tu lis les blogs de Bruno Feduti ou pas? Oui, Toujours, ouais. mais ça, c'est c'est une des sources de mes sources d'entrée dans le monde du jeu. Ouais. Avant de bosser au passe-temps, je lisais, du coup, après mettre mis à Catan, je lisais la ludothèque idéale de Bruno Feduti. Et c'était mon idole, si tu veux. Et je suis rentré dans le monde du jeu par Bruno Feduti. Et quand les gens ont commencé à me dire, mais en fait, on rentre dans le jeu parce qu'on regarde tes vidéos, je me suis dit, putain, je suis devenu Bruno Feduti. Je te jure, ça m'a fait faire 3 saltos arrière dans ma tête le jour où je me suis dit ça, quoi. J'étais genre. Là, au moment où on enregistre, donc on est au mois d'avril. Il y a peut-être une semaine, quelque chose environ. Il y a eu des grosses annonces sur des gros projets en fait. Et je pense que par rapport au moment où cette émission va être diffusée, on va tomber juste dans le timing. Tu veux bien revenir dessus sur ces gros projets? Alors, il y avait toujours le fait de dire déjà toujours on participe à l'alchimie du jeu. On participe dans un événement local, à taille humaine. De type plutôt horizontal, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui a une partie pro, c'est public, tu peux aller parler à tout le monde, tu peux accéder à tous les jeux, et donc voilà. Et après, je vais également participer de la même manière à Octogone. On va voir, le salon se réinvente ou quoi, donc je me dis je vais voir ce que ça donne et ce qu'on en fait au fur et à mesure des années. En fait, le but c'était de dire, une boutique de jeux, il faut que, ce qu'on fait déjà depuis des années, mais il faut qu'on la charge humainement avec du sens. Ce qui va nous différencier, c'est le fait qu'on apporte de la plus-value humaine à l'intérieur de tout ça, quoi, aussi, en plus de chercher tous les derniers jeux, etc. Et donc il y a 2 choses, j'en ai discuté il y a 2 ans, mais tu vois, en venant ici à la Gathering, j'avais discuté avec un mec qui s'appelle Jason Levine, qui est le mec qui organise les croisières de Dice Tower. En fait, Dice Tower, qui est donc une plus grosse chaîne YouTube américaine, organise des conventions, des Dice Tower West, des Dice Tower en bateau, tout ça. Ça n'existe pas du tout en France, ce type de format. Non, et en fait je me suis dit, évidemment. T'as les croisières, t'as les croisières les croisières ludiques, quoi, de Captain Meeple, je sais pas si ça existe toujours. Si, je crois que ça existe. En fait, c'est de dire, venez jouer avec les gens de Dice Tower. On amène notre game library, notre ludothèque, là, géante. On tournera des émissions sur place et je me suis dit, en fait, à l'alchimie du jeu, moi, je suis à la caisse, en train de bosser tout le temps. À Cannes, je suis en train de courir dans les allées. Je sais pas d'événements dans lesquels je peux passer du temps avec les gens, quoi. Ça n'existe pas. Je fais, vas-y, go, je fais ça. J'aurais aimé le faire l'an dernier, mais pour des raisons d'agenda, on avait déjà beaucoup trop de choses à faire au sein de l'équipe. Ça, c'est pas fait. Donc, je lance ça cette année, là, du 11 au 14 juin. On est à la Cartoucherie, qui est un des nouveaux quartiers de Toulouse, dans un gros bar, resto, tout ça, où il y a 200 places assises. Et bien, on lance ça, un événement dans lequel venez jouer avec les gens du passe-temps. Et en fait, moi, je vais ramener tous les jeux qui sont chez moi. Il y a mes collègues, on va organiser des Blood. Il y a Alex du Double Jeu qui va organiser les Blood on the Clock Tower. Il y a mon collègue Nicolas qui va jouer à faire des jeux oubliés. Il y a Sylvain de Trollune qui va venir faire du JDR. En fait, on va tous amener un peu notre personnalité là-dedans et organiser des événements avec, je sais pas, 100, 150, 200 personnes à l'intérieur de ça et dire, venez jouer avec les gens du passe-temps, pour le coup. J'avais envie de pouvoir créer ça. C'est une première année, c'est un test. Mon rêve, ce serait de pouvoir faire ça à la campagne, dans un grand château, tu vois, avec un truc dehors. Maintenant, on va pas se leurrer, ça coûte un fric fou d'organiser ça. Oui. Donc, il faut que j'arrive à trouver un modèle économique dans lequel c'est supportable. Je pense qu'aux US, c'est plus accepté de payer cher pour ce genre d'événement que ce que nous, on a culturellement l'habitude de faire en tu vois, en en fait, on a fait des tableaux, des prévisionnels avec Julie, du coup, qui a beaucoup bossé là-dessus. Et je la remercie si elle écoute ça. En fait, entre le coût de la location, tout ça, le coût humain qu'il faut y passer, c'est pas rentable comme événement. Enfin, si c'est complet, ça doit générer 300-400 balles de bénéfices. Ce qui est absurde par rapport à l'énergie, le temps qu'on peut impliquer là-dedans, quoi. Et donc, on a essayé de faire des places pas trop chères. Et tu vois, un des retours qu'on nous a fait, c'est attendez, 4 jours à Cannes, ça coûte 50 balles. 4 jours à votre truc, ça coûte 120 balles. Je dis, mais en fait, à Cannes, c'est les éditeurs qui payent tout, des subventions, la ville. Là, en fait, ça repose entièrement sur les gens et nous en partie, quoi. Tu vois, donc moi, je n'ai même pas chargé les salaires ou quoi à l'intérieur. Tant pis, je veux plus excès, mais c'est vrai que c'est dans la tête des gens, tu es là, mais pourquoi ça coûte ce fric-là ? Parce que faire de l'événementiel, ça coûte de l'argent. Ah oui, l'événementiel, c'est. Et je compte que les gens qui viennent là ne soient pas les produits, si tu veux. Donc, ok, si vous voulez que ce soit moins cher, pas de souci. Mais ça voudra dire qu'il faudrait que je fasse venir des éditeurs là-dedans, tu vois, il faudrait que je fasse venir. Qui seront là pour vous vendre de la soupe, leur soupe. Pour mettre de la pub ou quoi à l'intérieur, parce que quelqu'un doit bien payer ce truc-là, quoi. Et économiquement, le passe-temps, c'est une grosse entreprise, mais alors désolé. Vous pouvez lire nos comptes sur Paper, vous allez voir que ça ne roule pas sur l'or, quoi. Donc je ne peux pas me permettre de perdre de l'argent, c'est pas possible. Dans les autres. Et l'autre, oui. Je te mets des tunnels. Hein. Ouais. L'autre, c'est le cinéma. Oui, ça, c'est le côté. Quand tu prends un peu la lumière, donc maintenant on a pris un peu de place dans le paysage ludique, et il y a plein de gens qui regardent nos vidéos. Et en fait, dans les gens qui regardent nos vidéos, il y a plein de gens. Et en fait, à quoi sert la célébrité ? Humainement, je trouve que ça ne sert à rien.
de se faire flatter l'ego, machin. Ça n'apporte rien d'intéressant humainement. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir que les gens me voient ou quoi, ça ne peut faire que devenir fou et dépressif. Par contre, ça donne une forme de pouvoir dans le sens où ça te donne des opportunités à longueur de temps. Les gens me voient, donc les gens se disent « Ah ben lui, on peut aller lui proposer des projets. » Là, tu vois, j'ai un projet avec le CNES actuellement, dans les trucs un peu underground. Et donc, il y a la personne qui tient le cinéma Pathé, Wilson, c'est le plus gros cinéma de Toulouse, qui a vu la vidéo de Cannes qu'on avait fait l'an dernier et qui m'écrit sur LinkedIn pour me dire « Bah écoute, mec, ta vidéo, elle est suffisamment bien pour qu'elle puisse être diffusée au cinéma. Ça mériterait d'être diffusé au cinéma. Donc, si vous voulez en discuter, de pouvoir diffuser vos vidéos là-dedans et faire des release parties ou je sais pas quoi. » Genre, ah bon ? Ah ben, et donc on est allé en discuter avec elle. Et elle, dans sa tête, c'était juste, venez, faites une vidéo, diffusez-la, quoi. Je dis, ben non, en fait, tant qu'à être au cinéma, on y va, quoi. Et donc, on a un événement qui va s'appeler le Reveal, dans lequel on révèle un peu la manière d'une keynote ou autre des jeux dont les gens n'ont pas entendu parler avant. Et c'est la manière de dire, c'est leur sortie, leur révélation au grand public, si tu veux, de ces jeux-là. Nous, on a créé des mini courts-métrages sous forme de bande-annonce un peu drôles ou spectaculaires pour mettre ces jeux en avant. On fera venir les auteurs sur scène, on va créer des jeux avec la salle, tout ça, faire un événement vivant dans la salle, qui sera également diffusé en live. Et on a produit un court-métrage pour l'occasion qui fait un parallèle sur les films et le jeu de société, qui sera diffusé à cette occasion-là. Donc on arrive avec une intention vraiment filmique et d'apporter quelque chose qui n'a pas été fait. Voilà, donc c'est ce que ça permet, la visibilité, mais c'est que ça ouvre des portes en fait. Ouais, et ça permet aussi de te renouveler, parce que c'est ce que tu disais, de toujours suivre les évolutions et puis les opportunités finalement. De pas tomber dans une routine aussi de ce que tu fais. Puis c'est trop cool quoi. Enfin, t'as quelqu'un qui vient te dire, hey, tu veux faire un truc au cinéma ? Ouais. Bah vas-y, j'y vais quoi. Des fois on me dit, oh mais t'as des idées tout le temps. Je fais, mais désolé, en fait la moitié des idées, des fois c'est pas moi qui les ai, c'est des opportunités qu'il faut saisir quoi. Mais enfin dans une vie putain, trop bien. Mais quoi. je comprends tout à fait ce que tu veux dire, que souvent on te propose des trucs qui sont tellement cool que c'est des super opportunités et c'est pas forcément toi qui les as désirés. Non. Mais en fait on te les a proposés et ça a fait sens pour toi quoi. Quand Mathieu Vidard me contacte pour aller faire des chroniques sur France Inter, putain mais je me fais pipi dessus, mais littéralement quoi. J'étais fou. Mais c'est lui, en l'occurrence c'est une personne de son entourage qui a les mêmes passions que moi, Björk et les jeux de société, qui a servi d'entremetteur. Mais quel bonheur quoi. Enfin, qui sont venus me chercher. Bah oui, là tu fonces quoi, t'y vas. Des projets comme ça, ça te prend combien de temps en fait, si on dans ton temps tu vois, le temps que tu consacres? C'est colossal. En fait, t'arrives à gérer non, c'est ingérable. Souvent, il y a un truc de me dire, ouais, Simon, tu fais trop de choses, fais gaffe ou quoi. Faut que t'apprennes à déléguer. C'est le premier truc que tu me dis tout le monde. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Je dis, mais en fait, venez au passe-temps. Vous n'avez pas idée à quel point je délègue des choses. C'est-à-dire que c'est le truc que je dis tout le temps de, ah, mais comment arrête-t-il à faire tout ça ? C'est simple, je suis bien entouré. Ouais. Vraiment, mais c'est tellement vrai, ça, d'être bien entouré, ça compte énormément. C'est ce qui a changé, mais toute ma vie. Moi, si à chaque fois je me dis comment ça s'est bien passé, c'est parce que j'ai autour de moi des gens, des gens de valeur et j'essaie d'être cette personne-là pour mon entourage aussi, quoi. Et vraiment, mes collègues, je vais pas faire la liste parce que de trop peur d'oublier quelqu'un, mais je m'entoure de gens en qui j'ai toute confiance, je délègue toute ma confiance donc vraiment, sans eux, je fais rien. Je fais absolument rien. Et ils ont une délégation sur ce qu'ils peuvent faire qui, à mon sens, est très supérieure de ce que j'ai pu voir dans d'autres. Tu vois, la vidéo du cinéma, le court-métrage du cinéma qu'on va diffuser sur les films, je ne sais pas ce que c'est. J'ai dit à Tony, carte blanche, vas-y. Rémi l'a lu, Rémi a dit ouais, très bien. Je suis ok, mais je ne sais pas ce que c'est. Je le découvrirai en même temps que tout le monde. Okay. Et c'est comme ça que j'arrive à avancer. Parce que sinon, si je veux m'occuper de tout... Oui, là, pour le coup, ça deviendra vraiment ingérable. Ouais, puis en fait, c'est des journées où moi, je suis de 9h à minuit en train de bosser pour le passe-temps, à avoir des soucis, mais des emmerdes. Après, je gère des gens aussi, donc tu vois, c'est des fois des tensions, des conflits, des conflits patents, mais tu vois, comme dans toutes les relèves, dans toutes les structures, en fait. Des trucs où t'es pas d'accord sur une manière de bosser, un truc qui te convient pas, enfin, c'est pas... Mes collègues, je les adore, mais on a toujours des relations de travail qui sont, je peux pas échapper au fait que je suis leur patron et qu'à un moment, il faut que je mette des directives et dire non, le sens dans lequel avance la boîte, c'est celui-là, on va dans ce sens-là, s'il vous plaît, on s'y tient, c'est pas toujours très simple. Mais ça tient et ça prend une place de ma vie assez colossale. Et en début d'année, c'était le sens de la discussion que j'ai eu avec mes collègues, de dire, écoutez, moi j'ai bien l'impression que une boutique de jeux aujourd'hui, ça va devenir très dur pour nous de rester une petite boutique indépendante toute seule parce qu'il y a des trop gros acteurs en face. Parce qu'en fait...
on n'a pas suffisamment de considération économique Mais ou c'est quoi que dans si le tu monde du jeu. veux pouvoir encore représenter quelque chose et avoir un peu de poids, tu peux pas rester vraiment la taille la plus petite. En fait, Bah, c'est très économique en fait. Quand je vois à quel point le passe-temps ça en chiffre d'affaires, c'est genre 2,5 millions et à la fin de l'année, le passe-temps c'est 1 ou 2% de ce que j'ai fait qui se transforme en bénéfice, si tu veux quoi. Voire même, on est passé des années où ça a été quasiment proche. Enfin, il y a des moments, ça a failli être déficitaire. Tu te dis, bon, la vache, quoi. Du coup, tu te dis, mais en fait, tout ce qu'on fait, on n'a pas les moyens de le faire. Donc, moi, je me suis dit, on va se mettre à plusieurs boutiques à la fois. Et les petites sommes qu'on va arriver à générer, on va les on additionner. va mutualiser en fait. On va mutualiser. On va mutualiser la compta. Là, tu vois, j'ai embauché une graphiste, Ariane, trop forte. On va la mutualiser. Elle va bosser pour les différents magasins. Parce qu'aujourd'hui, tu as eu plusieurs boutiques. Là, récemment, c'était Trollune que tu as. Ouais, Trollune qui était en faillite, pour le coup, grosso modo. Liquidation judiciaire et redressement judiciaire, liquidation judiciaire, et que tu as du coup proposé un dossier de reprise. Au tribunal et tout, c'était très rigolo quoi. Avec les juges et tout, lavez-vous, machin. Sortez de la salle, nous allons délibérer. Qu'est-ce que c'était rigolo ça. Oui, et après ils choisissent sur le meilleur projet en fait, c'est ça. Enfin, s'il y a c'est simple, il y en avait qu'un. Donc. Enfin, faut pas le dire. Mais il peut y avoir sur certains cas, t'as plusieurs projets etc. Et tu peux. Ouais. Je le dis aussi parce que en fait. Récupérer Trollune, pardon, je suis le seul à avoir voulu le faire quoi, dans le monde du jeu. Non, mais c'est ça se savait, ils sont allés voir plein de gens. Je suis le seul à avoir pris ce risque-là. Et ça se trouve. Tu vois, les gens me disent bravo, super. Je fais on en reparle dans quelques années. Il faut que ça tourne quoi. Et c'est pas une question de cracher de la thune. C'est qu'en fait, il y a des salariés à l'intérieur. Il faut payer leur salaire, il y a des frais fixes, il faut payer un loyer. C'est une activité économique, il faut que ça tourne. Et c'est pas un gros mot de dire ça. Moi, le passe-temps, je me suis pas enrichi personnellement sur le passe-temps. Capitalistiquement, le jour où je vendrai. Certes, oui, mais c'est pas une machine à fric que j'éponge chaque année, si tu veux quoi. Ma première inquiétude, c'est est-ce que j'ai de quoi payer les salaires des gens quoi. Je me sens responsable des gens qui bossent à l'intérieur. C'est toutes des structures différentes. Non, aujourd'hui tout est dans le même. C'est ton côté fiscaliste, c'est ça. Aujourd'hui, tout est dans la même structure, une SARL. Qui chapeaute tout. J'aimerais bien à terme découper les activités pour pouvoir les piloter un peu plus. Donc tu veux avoir une holding à 10. J'ai déjà une holding qui s'appelle. Donc une holding, donc tu as plusieurs sociétés alors. Quand j'ai racheté le passe-temps, j'ai dû monter une société qui rachète les parts du passe-temps. Une société qui s'appelle Gameflakes, un hommage à mon groupe de musique préféré qui s'appelle Sid Matters et leur chanson Cloud Flakes. D'accord, voilà. Très bien. Oui, donc tu as quand même une holding avec en dessous. Une seule entité qui est détenue, donc la SARL du passe-temps. Un jour, j'ai eu un drama avec un youtubeur du monde du jeu qui, avait des comportements économiques et de transparence plutôt douteuses. Et ce qui était très rigolo, après qu'il m'ait menacé de « je vais t'envoyer des avocats » ou quoi, j'étais genre « mais oui, bien sûr, bien sûr ». Il a envoyé ses amis chercher, et donc il y a quelqu'un, Siriex Roublard, ou je sais plus comment son pseudo, qui avait fait tout un post pour dire le mec du passe-temps, il a des choses à cacher. Il a une holding qui s'appelle Gameflakes. J'ai trouvé cette information sur société.com. J'étais là genre ah là là, genre de peu de culture, mon lieu. Oui. Qu'avez-vous donc trouvé là? Le poteau rose, qui est classique dans n'importe quelle entreprise. C'est combien de salariés maintenant en tout que ça... Une vingtaine. J'ai pas le chiffre exact, je crois que c'est 21 salariés. C'est colossal. Ouais. Ça me file le tournis rien que de le dire. Oui, parce que c'était aussi une responsabilité. Enfin, voilà, c'est aussi ça, ouais. Bien sûr, en fait, moi je me sens... J'ai l'impression de faire une interview de patron du Medef Magazine où nous sommes une grande famille. Là, c'est la partie, les pages saumon du Figaro. Ah ouais, mais tellement. Non, j'ai jamais considéré qu'on était une grande famille. Ça, c'est des discours de bullshit de cons. Ça, c'est vraiment pas du tout. Moi, le premier truc que je leur dis à mes collègues, c'est nous ne sommes pas une famille. Ouais. C'est-à-dire que le jour où ma gueule, moi, je suis pas amovible. Le jour où ma gueule ne vous revient pas, ou vous considérez que vous n'avez pas confiance en ce que je fais ou quoi ou autre. Il ne faut pas rester. Enfin, vous pouvez me le dire ou quoi, évidemment, mais ça c'est quand même quelque chose qui est pas toujours bien, enfin pas propre aux boutiques de jeux, mais dans le secteur. Enfin, t'as beaucoup parfois de porosité entre les différents rôles dans les différentes relations dans le monde du jeu. J'adore mes collègues. Il y a des tas de gens qui, pour moi, sont de véritables amis, si tu veux. Mais ça n'empêche pas que, tu vois, dans ma vie, je me suis retrouvé avec des gens que je considère comme mes amis. Tu vois, on joue à des jeux le soir, on sort en boîte ensemble, on va boire des coups. Et à un moment, te dire un entretien là, dire écoute, garçon, je pense qu'il faut pas que tu restes dans cette boîte, quoi, parce que. Et en fait, heureusement, et c'est là où je te dis vraiment, j'ai la chance de bien entourer. Je suis entouré par des gens qui comprennent ça, qui comprennent que je fais ce taf-là et qui n'en doutent pas. Mes collègues qui se disent, en fait, on a peur d'être moins bien traité parce que Simon, il est pote avec machin ou machin. Je fais, mais
Bah, pas du tout, Ah en oui, fait. oui. Je fais la différence entre quand je suis au boulot, les gens qui s'impliquent pour la boîte et les gens qui s'impliquent pas, j'essaie de faire ce différence. Mm. Pour le coup. Je sais pas pourquoi on en arrive là, mais on Bah, y non, est. mais c'est. La vie de Am- l'entreprise. Comment tu vois la concurrence des GSS aujourd'hui? Bah, c'est terrible. Qui est un peu quand même, je pense que ce qui inquiète le plus la partie vente. Ils ont une force d'achat qui est assez importante. Je vais te dire, eux ne m'inquiètent pas. Ok. Ce qui m'inquiète, c'est mes partenaires, c'est les Les distributeurs. distributeurs, ouais. Ce qui me. Qui cèdent un ça peu. Ne m'inquiète, Ouais. ça ne m'inquiète pas. Enfin, ça ne m'inquiète pas. Je n'ai aucun reproche à faire à Amazon sur le fait qu'ils vendent des jeux. Je n'ai Oui. aucun reproche à faire à la Fnac du fait qu'ils vendent des jeux. Oui, Mais j'ai des des reproches à faire à BlackRock, à Asmodée, qui leur ouvrent les portes en grand, Mhm. qui leur filent les jeux des semaines avant, qui en fait, pour moi, sont des gens qui ont bâti leur empire en partie sur notre taf, sur le fait que pendant des années, on a monté des festivals, mis en avant leurs jeux dans des boutiques ou autres. Mhm. Dire, et là, on arrive au moment où dire, j'exagère, on n'en est pas exactement là, mais on peut commencer à se passer de vous et on commence à vous faire comprendre que vous êtes dispensable. Bon, j'exagère, hein, Oui. mais Oui. on est sur cette pente, si tu veux. Je sais qu'on en avait déjà parlé dans les émissions qu'on fait avec Michel Dufresne, où on parle un peu, on essayait un peu de faire des points un peu sur l'actualité plus économique, ou en tout cas sans prétendre être économiste non plus. La TVA. La TVA. On essaie d'en parler, mais souvent, on le dit. On a l'impression parfois qu'il y a un peu, il y a le discours rassurant qui est les boutiques, c'est ce qu'il y a de plus important et tout. Puis après, il y a la réalité économique qui est que c'est vachement confortable d'aller travailler aussi dans ces conditions-là, quoi. Mais évidemment, Et qu'il y a un double langage qui est quand même assez désagréable. c'était un des sens de mes discussions avec le GBL à l'époque, où j'aurais aimé que le GBL se constitue en centrale d'achat. Mm. Pourquoi ? Parce que quand tu arrives à Cannes, moi j'ai assisté à ça, t'attends pour avoir un rendez-vous, je sais pas, j'en jeté une connerie, chez Goliath, chez Yellow, je sais pas qui, bref. Et t'entends qu'ils sont en rendez-vous, c'était à 2 mètres, hein, quand la banque, tu vois, de notre Cross This Line, qu'ils sont en rendez-vous avec le mec de Waka Waka, le mec de l'acheteuse de Cultura ou quoi. Et t'as des gens qui arrivent en disant, écoutez, moi je veux bien référencer votre jeu, mais la remise minimum c'est 55%. En dessous, je n'achète pas. Autant te dire qu'un magasin, historiquement, le passe-temps, la plus grosse remise qu'on ait jamais obtenue c'est 50 et le truc c'est 40 normalement. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces chiffres ? Grosso modo, les gens achètent le jeu un tiers moins cher que nous. Et donc, ils gagnent un tiers d'argent de plus parce qu'ils vont le vendre le même prix, si tu veux. Et tu te dis, mais en fait, ils arrivent juste en disant, voilà, moi, j'ai la surface de vente, je vends. Ils n'ont pas la défense du boulot qu'on peut faire, nous. Mais les autres, je dis, oui, bien sûr, pas de souci, pas de souci. Et moi, quand je vais leur dire, excusez-moi, j'en commande des jeux aussi. Ah oui, Simon, mais non, jamais t'auras ça, quoi. Je me suis dit, mais tous, là, qu'on est toutes les boutiques, quand on commande des jeux, pardon, on est 4000, 5000. Je pensais qu'il y avait moyen de mutualiser, oui. De faire ça ensemble. C'est colossal comme boulot, ça se heurte à des réalités pas possibles. Du coup, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire auprès du passe-temps, d'être un acteur économique qui peut tenter de rivaliser avec ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, mes interlocuteurs, c'est leur discours préféré. Quand t'es Yellow, par exemple, on s'en fout, ou BlackRock ou n'importe quel distributeur, tu as 2 possibilités. Soit tu parles à une personne, une conversation qui va durer 5 minutes. Une personne que tu as toutes les semaines au téléphone, c'est l'acheteuse de Philibert ou de Doom ou de Cultura, qui te dit ce jeu, ok, je t'en prends 2000. En 5 minutes, t'en as vendu 2000 qui sont livrés dans un point de livraison unique, dispatchés derrière. Mais quand tu vas bosser avec des boutiques, il faut que tu embauches 4 commerciaux. Parce que des boutiques, il y en a 600. Que chacune d'entre elles dira, je sais pas si t'en prends, tu me le mets de côté, je te prendrai la semaine d'après. Et en fait, Asmodée, tous ils sont là, genre, attends, j'ai vendu 2000 boîtes en 10 minutes. Oui. Là où, pour les vendre à les boutiques, vous avez les moyens mis en œuvre pour en vendre moins. Les couilles. Les moyens sont plus importants alors que t'en vends moins, quoi. Et ouais, c'est le danger que, en fait, si les distributeurs abandonnent ce boulot-là, les boutiques, ça va devenir très, très, très dur pour elles d'arriver à s'en sortir. C'est pour ça que j'ai voulu mutualiser les choses, parce que j'ai bien l'impression que, hélas, on n'en est pas là. J'en fais pas le reproche publiquement, mais je ne vois pas comment le monde va pas s'accentuer vers ça au fur et à mesure du temps, quoi. Aujourd'hui, tu as d'autres projets un peu fous comme ceux dont on parlait là qui vont arriver. Tu sais, il y a un truc dont j'ai pas parlé dans cette vidéo. Ouais. Il y a une escape game jeu de société. Il y a un escape game magasin de jeux de société qui ouvre à Toulouse. Là, au moment même où on parle, en avril, ça ouvre cette semaine. C'est des gens qui m'ont contacté l'an dernier. Et donc, on a discuté avec eux de comment faire un magasin de jeux, tout ça, de l'escape. Je leur ai trouvé, on a essayé de faire des énigmes basées sur des jeux de société. Okay. Et quand tu rentres là-dedans, c'est pas un faux passe-temps, mais presque. Et je suis dedans.
Oh, Et c'est très rigolo. Et je l'ai même pas fait moi-même. ok. Que Et donc, il me tarde de faire ça. Donc, il y a un faux magasin, il y a un faux passe-temps Ok. qui a ouvert en escape game à Toulouse. Tu vois, c'est pareil, eux, ils sont venus me chercher en mode on ouvre une escape game associée, ça te dit de t'associer avec nous ou quoi. Excellent. Trop bien, trop rigolo quoi. Trop rigolo. Et j'ai oublié d'en parler dans la vidéo à ce moment-là. Oui, il y a des trucs en permanence. Après, j'ai plus des projets de fond de comment je restructure moi le passe-temps, Oui. comment j'organise une Oui, là, qui centrale sont d'achat, plus de comment l'organisationnel. je refais le site internet, des choses comme ça, qui sont peut-être des trucs moins spectaculaires, mais qui sont absolument mon focus de l'année pour le coup. Ouais. Hein. Qui passent avant le cinéma ou d'autres choses. Pour moi, toujours des jeux, des choses à sortir. Ok. Notamment des jeux que j'ai sourcés à la Gathering l'an dernier. Oh là pour le coup. là. Donc les gens verront ça un jour ou l'autre. Ce sera très surprenant. Je crois que tu avais fait une vidéo en disant il y a pas longtemps que tu t'interdisais pas à un moment d'arrêter tout puis de faire autre chose. Ah oui. Tu vois, là, en face de nous, il y a Manu, du Scorpion Masqué. On en discute beaucoup, parce que ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui investissent beaucoup de notre vie là-dedans. Et je considère bien que le rythme de vie que je mène n'est pas tenable. Ouais. Pas sur le long terme, enfin pas. Mais non, parce qu'en fait, évidemment, je vois jamais ma famille, je passe jamais du temps avec mes potes qui sont en dehors du monde du jeu, parce que tu comprends, j'ai toujours un jeu à tester, une nouveauté ou quoi. Et parce qu'aussi, en fait, quand je rentre chez moi avec toute mon énergie ou quoi, je suis KO, mais je suis rincé, si tu veux quoi. Et donc, à des moments, C'est que c'est pas un rythme qui est tenable. En fait, moi, je vois des gens qui ont 50 ans qui ont le rythme de vie que j'ai. Désolé, j'ai pas envie d'avoir d'ulcère, d'AVC. Enfin, non, il faudra que j'arrête. Et je pense que pour la santé de toute mon équipe aussi, il faut qu'ils sachent qu'un jour je vais arrêter. C'est quelque chose qui revient de façon récurrente depuis quelques temps. On parle beaucoup plus d'une sorte de possibilité de burn-out, en fait. Tu vois, des gens qui sont très investis dans ce secteur. Je sais que c'est aussi, Jérémy, il en a fait des émissions sur le burn-out chez les médias, les influenceurs, etc. Mais évidemment, c'est un truc à la con. En fait, tu passes ton temps à être épié, regardé par toute la pression, qu'un avis sur tout ce que tu fais. Tu le sais, soit publiquement par des commentaires, soit en privé par des rumeurs, des bruits de couloir. Enfin, c'est quand même. Moi, c'est pour ça que je n'ai. Comment dire, que j'apprécie ou pas le contenu que puissent faire mes différents confrères, collègues ou quoi. J'ai un profond respect pour ce que c'est, parce que je sais la charge mentale que ça implique, le fait que tout le monde ait un avis sur tout ce que tu fais. C'est... Oui, l'exposition, les dangers aussi de l'exposition, combien ça peut être aussi dur. Et moi, j'ai vu des gens vriller, quoi, dans les gens qui ont pris un peu la lumière au passe-temps au fur et à mesure des années. J'ai vu les ravages que ça peut faire sur la psyché, quoi, de dire, mais en fait, je suis quelqu'un, j'ai une audience, j'ai un ego. En fait, il y a des gens à qui ça fait du tort, quoi, qui se rendent plus compte des... Et sans doute, moi, le premier, à des tas de moments, j'essaye de détruire, reconstruire ça, mais putain, c'est un boulot mentalement, en plus de gérer des équipes, des projets, le stress d'une économie qui tourne ou pas. Non, c'est à rendre fou. Sur la partie création de contenu, tu vois, j'en discutais avec Nils de Jeux en carton, là, que j'ai vu à Vichy, je crois, et je le vois jouer à 5-6 jeux par semaine et faire des vidéos et pas s'arrêter. Je me dis, en fait, c'est très bien, garçon, ce que tu fais, mais attention, dans 2 ans, tu n'en peux plus. Oui, tu seras cramé, gars. Je lui dis, mais c'est infaisable ce que tu fais. C'est un rythme de jouer à des trucs, d'être contraint sans arrêt, de récupérer des jeux, d'être à la pointe de ce qui se fait, d'une exigence. C'est épuisant. Tu vois, là, on a la Gathering, on joue à des trucs fous, mais je ne veux pas rentrer et faire des vidéos sur qu'est-ce que j'ai vu à la Gathering. Premièrement, parce qu'il y a une espèce de truc de... Les jeux qui sont montrés là, personne va le crier publiquement, parce que sinon, en fait, on va commencer à faire gaffe à qu'est-ce qu'on laisse traîner. Et en fait, le vivre ensemble qu'on peut avoir, la confiance qu'on peut avoir, tu l'as détruit. Et parce que j'en fais pas un point de... Ouais, je sais très bien qu'il y a des tas de moments, je pourrais faire le mariole à dire... voilà tous les infos que j'ai et je suis le meilleur, quoi. Mais humainement, je sais que ça peut rien créer de bien. Je préfère faire les choses convenablement, au bon moment, plutôt que dans cette fuite en avant qui rend fou. Ok, il y a autre chose que tu veux ajouter, ou je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon? On a fait un bon tour d'horizon. C'est terrible, je parle pendant des heures. Oh. Est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose, que tu as des questions, moi, des trucs Écoute, non, moi j'étais très contente d'avoir cette discussion qui était peut-être un peu moins cadrée que d'autres, mais aussi qui est le fait qu'on se connaît bien et que la discussion, la parole, il y a des sujets sur lesquels en plus on a déjà discuté en off, donc c'est toujours un peu bizarre, tu sais. Pas toujours, ça peut pas être exactement la même discussion. Moi, j'étais ravie qu'on ait cette opportunité. Ah, je trouve que souvent, tu vois, on a parlé sur la liberté de ton. Ouais. J'essaie d'avoir à peu près les mêmes conversations de manière privée que. Oui. C'est peut-être moi je dis que moi je m'auto-censurerais plus sur la façon dont la façon dont on présente les choses, tu vois, plus. Oui, mais il y a un côté de vas-y, on va pitcher, on va pas pitcher, voilà, on va pas. Non. Elle me regarde avec des yeux ronds, genre non, ne dis pas que nous sommes d'horribles personnes qui colportons rumeurs, il faisait sur les gens.
Bon, j'ai pas. On parlera pas de ce stripteaseur. Ah ouais, t'as vu qui c'était ou pas? Non, toujours pas. Tu sais qu'il y a un ancien stripteaseur qui est là à la Gathering? Tu sais qui c'est? Tu connais l'ancien stripteaseur de la Gathering, Karl? Oh, Karl. Vous savez, la dark life de Karl Brière, si vous saviez. Ouais, mais c'est pas lui là-bas? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Je regardais si je le voyais. Bah, c'est rigolo. Oui, ça nous fait un Où est Charlie? Exactement. C'est exactement ça. Bah écoute, on va repartir jouer à des jeux. Oui, on va les manger un petit peu. Il faut manger comme Polgar à la fin. Ouais, Polgar à la fin, quand t'as Polgar à la fin, elle peut plus rien faire d'autre. Non, mais très bien. Merci de faire ce podcast. C'est très bien d'avoir de la création de contenu qui soit pas des choses déjà faites, déjà entendues, de créer du contenu qui se base un peu sur... tu vois, quand tu pars d'analyse de ce que fait Amabel Hollande ou quoi, je suis genre, trop bien. Vous parlez de gens qui ont bossé leur sujet, qui ont étudié, qui... très très bien. Alléluia. C'est beaucoup mieux que des discussions de comptoir qu'on peut avoir en permanence. Ouais. Et c'est trop bien. Non, très très bien. Merci de faire ça. Bon bah merci beaucoup. Avec Simon. grand plaisir. Merci à Simon toi. du passe-temps. Merci Caroline. Quel coquin. Bon, et ben on remercie les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. Puis voilà, nous on se retrouvera au mois de juin. Et en fait, au moment où cette émission va être diffusée, j'arriverai le lendemain. On est au festival des médias ludiques organisé par Punchboard. Voilà, c'est ça. Et tu m'héberges dans ta grande bonté. Voilà. Très bien. Voilà. Merci, salut. Salut. Cette émission, produite par Paul Gara et Hammer, a été enregistrée en présentiel le 19 avril 2026 à Niagara Falls. Pardon? Cette émission a été enregistrée à Niagara Falls. Quoi? Cette émission a été enregistrée à Niagara Falls. Hein? Cette émission a été enregistrée à Niagara Falls, aux chutes du Niagara, quoi. Ah, serial killer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant, son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.